L'honneur que vous m'accordez pour faire le point sur l'année syndicale et le bilan de l'année scolaire 2025-2026. Je voudrais commencer par l'année scolaire 2025-2026. Il faut dire que l'année scolaire 2025-2026 a bien débuté. Bien débuté jusqu'au premier trimestre. C'est au deuxième trimestre qu'il y a eu beaucoup de remous. Et ces remous étaient dus au manque de considération des pouvoirs publics à la communauté éducative. En ce qui concerne nos plans de carrière, que nous jusqu'à présent sont boycottés, qui jusqu'à présent ne suivent pas le cadre normal. Voilà pourquoi cette année scolaire, il y a eu un mouvement de grève. Un mouvement de grève qui a paralysé le secteur éducation pendant plusieurs semaines. Et au cours de ce mouvement de grève, il y a eu un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux que nous sommes, c'est le Cinetec Pro. Nous avons travaillé dans le cadre de cet accord. Plusieurs points connaissent quelques évolutions, mais il y a d'autres points qui jusqu'à présent ne tardent à trouver des solutions. Quels sont ces points qui tardent à trouver des solutions? Dans le cadre des régularisations des situations administratives, nous avons les reclassements en prestage qui jusqu'à présent n'évoluent pas. Ça n'évolue pas. Nous avons les situations administratives, avancement, titularisation. Ces situations-là, ça n'avance pas sérieusement dans le cadre de la fonction publique. Ce qui est triste, c'est que quand vous allez à la fonction publique jette l'anathème au budget et le budget jette l'anathème à la fonction publique. Curieusement, tout est en machine. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Les situations sont en machine jusqu'à présent sans effet financier. Donc, voilà la question des situations administratives. Dans le cas des recrutements directs, il y a la question des confessionnels qui n'a pas très bien évolué et cette situation engage d'autres acteurs. Ça engage d'autres acteurs, pas seulement l'éducation nationale, ça engage les partenaires de l'éducation, les ordres confessionnels. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a déjà signé plus de 900 fiches bleues. Ces 900 fiches bleues sont déjà au niveau du ministère de la fonction publique et le budget. Ça travaille là-bas. Et curieusement, la semaine dernière, on a vu l'autre vague qui venait, les oubliés. Donc, tout ça là, la commission est en train de regarder parce que même les gens qui réclament aujourd'hui, ils sont dans leur droit parce que beaucoup ont travaillé aussi pendant que d'autres ont déjà signé les fiches bleues, d'autres n'en ont pas encore signé. Le Sénat est en train de regarder ce problème avec beaucoup d'attention. Donc, dans le cadre juridique, aussi a évolué parce que nous venons de valider le texte sur la prime d'éloignement. Le texte a été validé par le Conseil d'État et le gros du travail reste dans le statut particulier portant les fonctionnaires du secteur éducation, la loi 20/92. Cette loi-là, dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, nous avons déjà travaillé. Il reste au gros de la fonction publique parce que dans la fonction publique et dans le cadre de la révision de la loi 8/91 qui fera l'objet de notre débat tout à l'heure, la loi 8/91 qui est le cœur de tous les statuts particuliers. Donc, nous attendons les pilotes de cette loi au niveau de la fonction publique pour intégrer les réformes des statuts particuliers. Donc, nous attendons cette réforme. Dans le cadre des terrains que le président a donné, la mise en œuvre et le processus a déjà commencé et les enseignants et les autres personnes déposent déjà les dossiers au niveau de la CDC et autres. Donc, le seul problème encore qui reste dans la commission juridique, c'est la révision de l'arrêté 057 qui paye les vacations aujourd'hui. Cet arrêté cause beaucoup de soucis et cet arrêté est bloqué au niveau de la commission des finances. Cette commission des finances, à mon sens, n'a pas vocation à réviser cet arrêté. Or, cet arrêté-là constitue la source
de tous les problèmes que nous avons dans le cas des paiements des vacations. Et d'ailleurs, nous demandons le paiement des vacations après ces vite faits. Ça fait partie des points de notre année scolaire. Et pour terminer, nous avons bouclé l'année scolaire par les examens de fin d'année. Nous avons eu le CEP, le BPC et le baccalauréat général et technique et d'autres examens techniques qui tournent autour de la fin d'année scolaire. Il faut dire que le pourcentage de cette année est un très bon pourcentage. Ce très bon pourcentage, vous savez que ce n'est pas parce que l'année a connu des soubresauts qu'on va imaginer que l'année aura un mauvais pourcentage. L'année dépend du travail des enseignants. Et sur ce, nous voulons remercier l'ensemble des enseignants par rapport au travail abattu cette année, malgré les conditions difficiles qu'ils traversent aujourd'hui dans le cadre de la régularisation des situations administratives et dans même les conditions de travail, même dans les établissements. Et parce que l'enseignant devient tout aujourd'hui. L'enseignant est parent. C'est vrai, il est parent d'élèves. Il ne peut pas jouer tous les rôles. Il y a des enseignants qui ont payé la classe cette année. Il se pourrait que les établissements n'ont pas de budget. Les enseignants ont joué tous les rôles. Nous disons que cette nouvelle année, les choses ne doivent plus se passer ainsi. Donc, pour me résumer, l'année scolaire a connu beaucoup de soubresauts, mais au finish, on a quand même organisé les examens et concours. Mais l'année qui va arriver, il y a un grand mais. Le grand mais, c'est la rentrée qui s'annonce à l'horizon au regard du manque des infrastructures scolaires que nous avons aujourd'hui, au regard du manque d'enseignants. Parce que dans tout ce que nous faisons, il faut en même temps investir, en même temps former les enseignants. Donc l'année scolaire qui se profile à l'horizon, avec l'orientation à l'entrée en 6e qui vient nous donner le pic, les effectifs seront à nouveau très remontés. Très remontés dans les grands chefs-lieux de province, Franceville, Port-Gentil, le Grand Libreville, Oyem et Makoko. Ce sont les villes que le Sénat propose un plan d'urgence de construction parce que les effectifs ne font que prendre de l'ampleur. Et quand on sait que les effectifs prennent de l'ampleur, à partir de là, il faut former aussi les enseignants. Voilà ce qui concerne l'année scolaire. Maintenant, sur le plan syndical, sur le plan national, le Sénat, après la rentrée syndicale du 8 octobre, nous avons formé nos membres parce que c'est notre cheval de bataille. Former nos membres sur le plan national. Surtout, on a commencé les formations au niveau de Libreville. Libreville, on a formé les délégués d'établissement, on a formé les membres du bureau provincial de l'ESUR dans certains modules et sur le plan international, on était à Dakar, à Accra pour aller évaluer le fonctionnement des syndicats affiliés à l'international dans la zone Afrique. Et à côté de ça, avec le comité des femmes, on a eu d'autres webinaires, d'autres séminaires en ligne avec nos camarades du Cameroun, du Tchad, de Centrafrique, de deux Congo et du Rwanda et d'autres pays de la sous-région. Donc, sur le plan international, le Sénat se porte très bien. Sur le plan national, le Sénat se porte aussi très bien. Le jeu qui se passe à la fonction publique en tant que membre du Sénat, premièrement, c'est du déjà vu et c'est du connu. Même si on veut mettre un leader en demeure, c'est se déplacer le problème. Ça n'efface pas le problème. Le problème reste là. Je dis le problème reste là. Ce n'est pas la première fois que la fonction publique engage des réformes. On parle de la suppression de l'avancement automatique pour basculer à l'avancement au mérite. Personne dans ce monde évite le mérite. Parce que le mérite nous amène à l'excellence. Nous disons, un pays qui ne se réfère pas à son histoire, je parle bien de l'histoire. L'histoire de ce pays, c'est que le Gabon a opté pour une fonction publique d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'engagement,
tu déroules la carrière, jusqu'à la cessation, tu vas en retraite. Pendant ce temps que tu vas te passer à la fonction publique, tu dois te dérouler ta carrière convenablement. Et depuis 1991, on parle du statut particulier, ou bien du statut général plutôt. Le statut général des fonctionnaires. Depuis 1991. Rien n'est créé là. Tout existe dans ce statut. Le statut général des fonctionnaires a 157 articles. Les 157 articles sont mis en branle pour améliorer la carrière de l'agent public. Il y a des organes. Il y a tout ce qui tourne autour du bon fonctionnement, le bon déroulement de la carrière de l'agent public. Vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, on est en train de déplacer le débat. La fonction publique gabonaise est dans un état comateux. Je peux qualifier ça ici. C'est dans un souci où la fonction publique est bloquée. Passer directement à l'avancement au mérite, oublier le reste des problèmes, à mon sens, ça ne marche pas. Il faut faire le point. Dans ce pays, on a de très beaux textes, mais on ne les applique pas. Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux aujourd'hui, on fait d'abord le point des situations administratives de chaque agent public. Après le point, on met en place un cadre de dialogue social clair et net. Et à l'intérieur, les choses vont bien se passer. Je vous prends l'article 35. L'article 35 dit quoi? Aucune intégration dans un corps de fonctionnaires ne peut être effectuée au-delà des postes budgétaires. C'est que le législateur a prévu ce qui doit se passer à la fonction publique. Pour engager un recrutement, il faut qu'il y ait un manque quelque part. Mais qu'est-ce qui a tué la fonction publique gabonaise? C'est la politique. C'est les agents. Donc, ce qui fait que la réforme qu'on va engager, en oubliant les choses, le passé, va nous entraîner encore comme les anciennes réformes. Je vous prends la réforme de la création des DCRH, le décret 0025 qui crée les DCRH. Qu'est-ce qui est dit dans la création des DCRH? Dans la création des DCRH, c'est les mini-fonctions publiques dans les différents départements ministériels. Mais est-ce que ça a marché? Mais le texte est là bien signé du président. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que il y a trois questions fondamentales à se poser lorsque vous voulez engager une réforme de cette envergure. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Si vous répondez à ces trois questions fondamentales, vous allez voir que votre réforme aura des résultats escomptés. Et à côté de la fonction, la création des DCRH, on a organisé le forum de la fonction publique. J'étais là à la commission ressources humaines où il fallait attaquer tous ces articles. On a mis des réformes. Mais où sont les recommandations? Ça donne dans les tiroirs. Et dans la loi 1/2005, il y a la fonction publique de l'éducation nationale, fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Depuis 2005, est-ce que ces fonctions publiques-là ont eu lieu? Non. Maintenant, allons-y au mérite. Qui mérite quoi et par rapport à quoi? Parce que le mérite, c'est quand vous avez un enfant qui va à l'école. L'enfant, il va à l'école, il n'a ni bic ni cartable, il n'a rien. Tu dis, quand il vient là, il faut m'amener une moyenne de 14. Mais si l'enfant n'a pas d'outils, même si c'est un génie, il n'a pas rien apporté. La fonction publique aujourd'hui,
quelles sont les conditions de vie et de travail des agents publics? Aucune lisibilité. La fonction publique, tout est centralisé à Libreville. Quelqu'un quitte le village, pour ceux qui sont de l'éducation nationale, pour venir regarder son avancement à Libreville. Quelqu'un quitte le département pour venir regarder son avancement à Libreville. Or, le mérite, c'est ton chef hiérarchique qui doit te noter. Nous avons l'expérience de la PIP. La PIP, c'était par voie de notation. Mais au niveau de la PIP, les agents me suivent. Qui a vu sa notation? C'est le chef qui prend, il va noter dans son bureau, il transfère le document. Bonjour, bonjour les dégâts. Il y a le code d'ontologie de la fonction publique. Les droits et devoirs de l'agent public. Et à côté, il y a notre décret, le décret numéro 374 du 26 mai 2000, réglementant la notation des fonctionnaires et des contracteurs de l'État. Donc, rien n'est créé là. Toutes ces dispositions-là existent, mais personne n'a pris le courage d'engager ça. Et ils savent pourquoi ils n'ont pas engagé. C'est parce que nous sommes encore dans une fonction publique amie et connaissance. Une fonction publique politique. Une fonction publique camarade, amie et parti politique. Fonction publique tribaliste. Je pèse bien mes mots. Donc c'est pour dire que le débat qui se passe aujourd'hui, et s'il vous plaît, on parle de 5e République, c'est un débat qui doit engager l'ensemble des acteurs. Il s'agit de notre République. Tout le monde doit se sentir concerné. Même si on pousse l'âge de recrutement à 40 ans. C'est une succession. Parce qu'on a déplacé aussi l'âge de la retraite. Mais le problème n'est pas de recruter. Lorsque vous recrutez un agent, après 18 mois dans les textes, il doit être titularisé. Est-ce qu'après 18 mois, un fonctionnaire est titularisé au Gabon? Je m'inscris en faux. Donc, autant de positions, autant de questions qui méritent d'être nettoyées, déposées sur la table. Avec à l'actif l'article 25 de la loi 8/91. Cet article 25 organise le Conseil supérieur de la fonction publique. Parce que le Conseil supérieur de la fonction publique, c'est cette grande instance qui traite des questions fondamentales de la fonction publique. Mais malheureusement, et à l'intérieur, on va organiser les organes consultatifs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous prends un exemple. En si peu de temps, on a organisé plus de 4 recensements. 0 résultat. 0 commentaire. Même le CTRI, en 2024, ils ont engagé un recensement qui n'était que de courte durée. Parce que ça n'a pas implémenté jusqu'à l'intérieur du pays. Mais est-ce qu'on peut réellement nous donner les résultats de ce recensement-là? Non. Donc c'est pour dire que la question de l'avancement automatique engage plusieurs composants. Et ces composants, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut un chef leader. Leader dans le sens strict du terme. Il faut des chefs managers. Il faut des chefs responsables. Il faut des chefs investis de leurs responsabilités administratives. Parce que nous avons des agents aujourd'hui. D'ailleurs, le président a dénoncé ça. Que comment se fait quelqu'un qui a déjà 32 ans, il est directeur dans une grande société. Il est directeur général. Il est secrétaire général. Vous voyez que au Gabon, là où quelqu'un doit terminer la carrière, c'est là où lui commence la carrière.
J'ai 22 ans de service, moi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a 5 ans de service, il est déjà directeur. Est-ce que cela veut dire que le reste des agents, ils ne valent rien? Non. Il faut des étapes de responsabilité. Et ce qui fait que, aujourd'hui, penser que, parce que quelqu'un a dit quelque chose, on va l'amener en prison. Je dis non. On ne doit pas éteindre les forces critiques. Une force critique fait évoluer la République. Surtout, nous sommes du domaine de la fonction publique. Personne n'a insulté personne. Nous disons, nous les fonctionnaires, nous voulons le mérite et un mérite, je dis bien, un mérite mérité. Nous ne voulons pas de mérite. On va t'appeler quelque part, on dit non, comme tu travailles bien avec moi, on va te placer ici. Non. On doit se départir de cette administration. Cette administration-là, on doit se départir de ça. Quand vous discutez avec les anciens disent que quand la fonction publique était manuelle, personne n'était en retard de cette situation administrative. D'ailleurs, moi j'ai appris au village. Je voyais l'inspecteur venir au village, venir donner les bulletins blancs à mon enseignant pendant qu'on faisait le cours. Donc aujourd'hui, entre la fonction publique manuelle et la fonction publique technologique, nous sommes à l'heure des TIC, des autoroutes de l'information. La technologie de pointe. La fonction publique se trouve dans cette situation. Donc, nous pensons que le mérite, oui, mais à un moment donné, allons-y au dialogue social. Et ce dialogue social, les syndicalistes, on ne revendique rien. Faites un bon dialogue, présentez-nous les résultats, nous allons apprécier. Parce que beaucoup pensent que, parce que les syndicats parlent, ils veulent aller discuter. Lorsque la discussion se passe dans le très bon, qu'est-ce que les syndicats n'ont pas proposé dans ces pays pour le bon fonctionnement de l'administration publique? Nous avons tout proposé. Et lorsqu'on propose, quand il y a les résultats, c'est le gouvernement qui en profite. Vous voyez, à chaque fois que le gouvernement sort pour prendre une décision, le lendemain matin, la décision est contestée. Parce que nous nous connaissons. Le pied qui a été mordu par un serpent a peur même de la ficelle. Voilà pourquoi vous voyez les syndicalistes, nous sommes très vigilants de tout ce qui se fait à la fonction publique. Dans nos administrations. Parce que si vous n'êtes pas là, ils peuvent poser des problèmes qui à la longue, quand ils ont rédigé la loi 1 2005, qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui, est-ce que les syndicalistes étaient là? Les syndicalistes étaient là. Ils ont mis tout ce qu'ils ont mis dans cette loi. Ils ont pris les meilleurs juristes, ils ont pris tout le monde. Mais allons-y dans l'application de cette loi. Une fois la loi est votée, la loi devient caduque. Qui a raison? Qui a tort? Donc c'est pour dire que les réformes que la fonction publique va engager, ces réformes-là, nous les syndicalistes, moi, responsable du Sénat, parce que mes membres sont impactés dans ça. Il faut d'abord faire le point, il faut revenir aux fondamentaux et allons-y dans l'application de ces textes-là. Parce que vous voyez que, je disais, avec les 157 articles de la loi 8/91, on laisse tout le reste, on touche les avancements automatiques. Pensez-vous que si la fonction publique est en danger aujourd'hui, c'est l'avancement automatique qui a causé ça? Je m'inscris en faux. Et pour mieux réviser la loi 8/91,
11 portant statut général des fonctionnaires, qui est le cœur des statuts particuliers, il y a moyen de bien regarder. Parce que notre statut particulier, et le président a insisté à la journée de l'enseignant, qu'il attend beaucoup du statut particulier, des statuts particuliers des fonctionnaires du secteur de l'éducation. Nous, à notre niveau, nous avons terminé notre travail, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, dans un cadre de dialogue social. Nous attendons la révision de la fonction publique. Parce que les réformes engagées dans les statuts particuliers doivent intégrer le statut général pour être conforme. Donc aujourd'hui, cette révision engage l'ensemble des acteurs. Parce que si il y a des données qui sont faussées dans le cadre de la loi 8/91 et dans le cadre de la loi 20/92, vous voyez que ça va causer un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement peut engager encore les grèves à l'éducation nationale. Parce que l'objectif et l'objet des grèves à l'éducation nationale, c'est la fonction publique et le ministère du budget. Parce que l'éducation nationale fait les états de besoin, utilise l'ensemble des fonctionnaires qui sont à sa charge. C'est la fonction publique qui gère leur carrière. Et c'est le budget qui gère l'argent de ces agents-là. Donc vous comprenez que si un seul maillon a un souci, c'est l'éducation nationale qui va en pâtir. Donc nous disons, il faut une véritable synergie entre ces trois ministères dans le cadre de la révision de ce statut particulier, de ce statut général. Parce que le statut général engage l'ensemble des acteurs. Parce que si on parle d'avancement automatique dans le cadre général, avancement au mérite. Donc cela veut dire que ça va bouleverser tout l'écosystème de la fonction publique jusqu'au sectoriel. Parce que celui qui doit me noter dans le cadre de l'éducation nationale doit répondre aux normes et doit mériter la place qu'il occupe pour me noter. Et nous devons avoir, à partir de ce moment, une administration performante. J'ai dit performant, où on ne cherche plus qui fait quoi. Si tu es administratif, tu dois avoir ta fiche de poste. Parce que tu vas rendre compte par rapport à une situation donnée. Tu es enseignant, tu as tes critères que tu dois répondre. Mais pour te noter, le censeur qui est là, ou bien le proviseur qui est là, il doit mériter sa place de proviseur. Donc, ça engage plusieurs situations à la fois. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la dépolitisation de la fonction publique. La fonction publique ne doit plus être cette fonction publique-là où on note, où on nomme qui on veut. Non, ça doit être une fonction publique des méritants. Des méritants. Donc aujourd'hui, on veut se focaliser les erreurs de la fonction publique dans le cadre des avancements automatiques parce que nous sommes dans une situation de saturation aujourd'hui. Situation de saturation parce que l'État n'a pas fait son travail. On n'a pas suivi. Parce que lorsqu'on met un texte en place, tous les articles, c'est une chaîne. Tous les articles sont liés. Si vous appliquez certains articles, vous laissez les autres, ça va vous rattraper quelque part. Et l'ensemble de tous les textes se retrouve dans un point où, si tu veux appliquer le statut général des fonctionnaires, il faut appliquer le code de déontologie, il faut appliquer le statut général de la fonction publique, il faut appliquer le statut particulier des fonctionnaires du secteur, des différents secteurs. C'est l'ensemble-là qui constitue le mérite. Le mérite n'est pas un élément ex nihilo, ou bien un élément qui sort du lot. Le mérite, c'est l'ensemble. Parce que pour gagner à l'examen, tu as plusieurs disciplines qui t'amènent à composer. Tu ne peux pas gagner l'examen parce que tu as bien travaillé en mathématiques. Il faut bien travailler en mathématiques, en français, en philosophie, en français et tout le reste pour mériter l'examen.
Donc c'est ça l'avancement automatique.